de clôturer cette première journée avec un sujet, avec un focus dédié au mobile et au mobile first. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée pour en discuter de 3 experts du digital et de la mobilité. Alors, Hicham Badreddine, à ma droite, qui est Head of Internet Strategy and Innovation de Malakoff Médéric, groupe d'assurance santé et retraite, et numéro 2 français de la complémentaire santé et prévoyance, c'est ça? À vos côtés, Renaud Ménéra, qui est président de la Mobile Marketing Association France. Et à côté aussi, Édouard Demiolis, vous êtes directeur web marketing et mobile de la FNAC, un grand acteur qu'on connaît très bien, leader de la distribution de biens culturels, de loisirs et de technologies. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, comme je vous le disais, je vous propose de parler de mobile, ce fameux mobile. Alors, je me suis amusée avec une petite expression, puisque je le considère finalement comme étant le mini-moi d'une génération de consommateurs spontanés et instantanés, en référence au fameux mini-me. Finalement, c'est la prolongation de nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce mobile occupe une place de choix dans les stratégies des marques. Il s'est doté de plusieurs facettes, le mobile. Un canal de prédilection dans le cadre de la relation client. On parle aussi de M-Commerce. C'est aussi un compagnon en termes de shopping, puisque c'est un véritable personal shopper. Bref, aujourd'hui, le mobile représente beaucoup d'opportunités pour l'ensemble des marques, des annonceurs. À condition, en revanche, de comprendre les usages, les codes, de savoir l'intégrer intelligemment dans les stratégies multicanales. On va en parler justement avec nos invités, parce que la table ronde, justement, on a choisi de la baptiser Mobile First, mais on verra que tout dépend des objectifs, tout dépend de la stratégie, mais en tout cas, accompagner l'omnicanal avec le mobile est important. Alors pour démarrer, je vais proposer à Renaud Ménéra de nous faire un petit panorama du marché français, des tendances mobiles. Renaud, je veux bien que vous me passiez... Voilà. Merci. Et on va démarrer avec quelques chiffres que vous nous avez fournis. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc l'idée, effectivement, est avant de parler de Mobile First, on a eu une période dans le digital qui a été plutôt le Mobile If Possible, c'est-à-dire effectivement en queue de budget et en déclinaison d'une stratégie digitale pensée et établie pour le monolithique desktop. Et effectivement, on est à la fin de cette ère, ou plutôt au début de ce qu'on appelle l'ère post-PC, et que les chiffres qu'on a devant nous illustrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le web se consomme plus uniquement à partir de desktop, de PC, mais à partir de certaines interfaces qui aujourd'hui dominent en termes d'unités vendues, comme les smartphones, mais depuis peu également les tablettes. Et ça a été vraiment un marqueur de changement, puisque tout part de là, tout part du terminal à partir duquel vous accédez au web, et qu'aujourd'hui, définitivement, en termes d'équipement, on est dans cette ère post-PC. Deuxième élément dans l'arrivée du mobile if possible au mobile only, c'est que en effectivement changeant d'ère, on a aussi changé de format. Et qu'aujourd'hui, le web, il se consomme plus seulement uniquement à partir d'un format desktop horizontal, mais à partir d'un certain nombre de terminaux, qui vivent dans des définitions différentes, avec des ergonomies différentes, des manières de naviguer différentes, puisque le tactile est arrivé avec le mobile. Demain, on en aura d'autres, on l'abordera à la fin de cette conférence, mais bientôt, on parlera des lunettes et des montres. Tout ça pour dire qu'effectivement, les formats d'accès au web changent également énormément. Je vais appuyer sur celui-là au hasard. Troisième élément, et je crois que c'est peut-être le cheval de Troie du mobile dans le digital, même si les chiffres que vous avez là datent un peu. L'une des portes d'entrée clés dans la consommation du web reste l'emailing. Et aujourd'hui, cette porte d'entrée, elle est principalement mobile, puisqu'on sait que, allez, on va dire 1 sur 2 pour rester raisonnable, un email sur 2 est lu à partir d'un terminal mobile. Et à partir de là, effectivement, quand on clique sur un email qui soit promotionnel ou de relation client depuis un smartphone, on a, en tout cas on l'espère, on le souhaite et on travaille pour ça, on a derrière une expérience qui est optimisée, on consomme le web sur une interface optimisée pour ces nouveaux terminaux. Autre élément intéressant dans l'accès au web, on est toujours dans effectivement comment on accède au web, le mobile a cette grande vertu de
faire descendre le digital dans la rue, mais également un formidable moyen via des QR codes aujourd'hui et puis via d'autres technologies demain comme le NFC ou e-beacon de permettre un accès au web à partir de ces nouveaux smartphones. Et là encore, c'est une nouvelle forme de consommation qui passe par des terminaux mobiles. Tout ça nous amène à quoi? Nous amène effectivement en 5 ans, ou peut-être un peu moins, une vision des marques, d'une audience qui est passée de 0 à 5%, donc qui intéressait avant 2008 très peu de personnes, à part les gens de la Mobile Marketing Association, justement. C'était peu un sujet. Aujourd'hui, quand les marques regardent leur analytics, elles s'aperçoivent effectivement qu'on est aux alentours et en moyenne à 30% de l'audience qui est mobile sur les sites dits Internet ou les sites web. Ça, c'est un changement majeur. Et si on regarde aujourd'hui toutes les marques qui pensent à refondre leur présence digitale et donc leur site, avec une vie de 24 à 36 mois, on peut estimer que la vie de ce site, elle se fera dans un monde qui sera devenu, pour le coup, mobile first, avec une audience mobile first. Et cette audience mobile first, elle a un autre point extrêmement important, c'est que la consommation du web, donc, qui est en train de passer prioritairement sur le mobile, elle se fait non plus seulement à travers des sites, mais également des applications. Et que je crois, pour la première fois depuis l'an dernier, le trafic, l'audience des sites web a baissé en France, alors que dans le même temps, le trafic et l'audience des applications augmentaient de près de 60%, je crois, de mémoire. Donc on est vraiment effectivement à un moment clé du marché où on est passé d'un mobile qui était vraiment le parent pauvre du digital à quelque chose qui commence à passer en, on va dire, premier écran d'une manière générale, en attendant la suite. D'accord. Alors, Édouard, pour la FNAC a adopté le mobile depuis longtemps. Ça représente aujourd'hui en termes de trafic 20% du trafic du site fnac.com. Le panorama que Renault vient de faire implique quoi chez vous, effectivement? Alors, concrètement, nous, on a testé le mobile if possible dès 2007. Puisque la FNAC s'est dotée du site web mobile à cette date-là. On a enchaîné en 2009, juste pour vous situer le contexte, les applications natives, donc en commençant par iOS puis Android, pour répondre justement à un enjeu de tester et de regarder comment ça pouvait répondre à ces usages qui étaient émergents à l'époque. Aujourd'hui, c'est comme disait Majda, c'est une part représentative de notre trafic, puisqu'on est à peu près à 20% du trafic mobile de Fnac.com, du trafic de Fnac.com qui est fait par le mobile. Quand je dis mobile, c'est tablette et smartphone, on agrège les deux. Juste pour vous resituer dans les ordres de grandeur, Fnac.com fait à peu près 12 millions de visiteurs uniques mensuels, c'est dans le top 3 en France. Aujourd'hui, l'enjeu que nous, on a, c'est d'utiliser ces nouveaux supports, parce qu'il y a une notion de fragmentation qui est importante, qui développent en gros des usages plus ou moins particuliers et qui surtout développent des exigences assez fortes. C'est-à-dire que le mobile est considéré comme un membre, on l'a toujours sur soi. Donc pour nous, distributeurs, c'est un atout de l'utiliser dans un objectif de présence plus assidue, plus régulière, et plus personnalisé. Donc notre enjeu, il était de répondre à ces attentes de clients. Donc l'usage est en avance par rapport à notre paysage aujourd'hui d'offres fonctionnelles. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la fragmentation. Donc j'ai rebondi tout à l'heure, je parlais du mobile qui inclut les tablettes. On a lancé récemment, pour ceux qui ont suivi sur iOS, une version qui est universelle, c'est-à-dire mobile et tablette, mais qui intègre des usages, des fonctionnalités, on va dire, clairement multicanal et cross-canal et personnalisées. Donc l'application iOS aujourd'hui, Android va suivre dans l'année, intègre des offres personnalisées, intègre une fonctionnalité de localisation et de consultation des stocks en magasin, et intègre toute une couche, on en parlera un peu plus tard, de marketing direct. Ça répond aux principaux piliers stratégiques que la FNAC est en train de dérouler depuis quelques années, qui sont l'omnicanalité, la personnalisation de l'expérience client. Merci. Hicham, pour Malakoff Médéric, en revanche, il y avait peut-être moins d'urgence qu'un retailer. Et donc, vous êtes inscrit dans le digital un peu plus tardivement. Et le mobile, moi aussi, je vais agréger, ça englobe et les tablettes et le mobile. Qu'est-ce qu'il vous apporte de plus ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Malakoff Médéric, c'est un assureur surtout B2B, c'est-à-dire que pour nous, c'est le marché le plus important, c'est le B2B, c'est-à-dire on a 230 000 entreprises qui sont clients, et derrière ces 230 000 entreprises clients, il y a 6 millions de salariés. Ça veut dire qu'on fait du B2B2C, ce qui ne facilite pas l'accès à ce salarié. Et nous, à travers le digital et à travers aussi le mobile, on essaie de créer cette proximité. C'est-à-dire être de plus en plus près de ce salarié, lui apporter un service à valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, on sait tous, hein, on ne vient pas sur le site de l'assureur souvent, sauf quand on est prospect, on cherche une assurance, mais une fois qu'on est client, le besoin de l'assureur il est minime à part pour venir voir ses remboursements. Alors à travers le mobile, on essaie effectivement d'être présent tout le long du parcours du client, parce que le client il a besoin de nous durant son parcours de soins, quand il est chez le professionnel pour savoir combien on va le rembourser, pour chercher un professionnel qui est partenaire et chez qui il va avoir effectivement des tarifs plus attractifs. C'est comme ça qu'on fait jouer la mobilité, c'est-à-dire que à l'inverse de l'Internet traditionnel, on est là au moment où il a vraiment besoin de nous. Et ce moment-là se situe surtout durant le parcours de soins. Après, il faut savoir que le mobile nous a ouvert d'autres opportunités. On voit l'émergence de tous les programmes e-santé, des objets connectés. Et effectivement, à travers le mobile, ça nous ouvre des opportunités de déployer des programmes de prévention santé, qui est un enjeu majeur pour nous, pour effectivement maîtriser les coûts de dépenses santé. Alors justement, rentrons dans cette illustration. Ces fameux programmes, avant de les mettre en place, vous parliez tout à l'heure d'usage, effectivement. Comment est-ce que vous allez déjà adapter vos services? Il y a toute une partie servicielle aux fameux consommateurs, aux assurés et aux patients. Il y a une problématique de connaissance client aussi, qui est incontournable, quels que soient les annonceurs, quels que soient les secteurs d'activité. Expliquez-nous. Alors, il y a deux leviers. Il y a, comme je disais, un levier de relation client qui est de se dire, au moment où j'ai besoin d'identifier un professionnel, mon assureur va pouvoir m'orienter vers le professionnel le plus adapté ou le partenaire. Ça, c'est le premier point. On va travailler sur de la géolocalisation. Une fois qu'on est chez le professionnel et le client, il a besoin de savoir est-ce qu'il est bien couvert ou pas. Et là, on va lui offrir une notion de simulation sur son mobile chez le partenaire. On va profiter lors de la simulation de lui proposer peut-être un produit plus adapté parce qu'il ne sera pas assez couvert. Il va se rendre compte à ce moment-là qu'il n'était pas assez couvert pour qu'il puisse être à 100% remboursé. Et ensuite, durant ce parcours de soins, on va potentiellement lui permettre d'anticiper la prochaine fois. C'est-à-dire que si on identifie que c'est un parcours de soins lié à une certaine pathologie, là, on est vraiment dans une notion de futurisme parce qu'on n'exploite pas les données santé aujourd'hui, mais si demain les solutions sont là pour exploiter ces données santé, on va pouvoir lui proposer des services adaptés à ces problématiques et pour pouvoir effectivement travailler sur la prévention santé. Voilà. C'est-à-dire c'est bien pour lui parce qu'effectivement personne n'a envie d'être malade, et pour l'assureur parce qu'effectivement ça permet de maîtriser les coûts de la protection sociale. Effectivement. Mais après, une fois que vous avez cette connaissance-là, effectivement, vous ne pouvez pas utiliser aujourd'hui les données liées à la santé. En revanche, les données, on en parlait tout à l'heure un peu en off, liées, qu'on va utiliser dans des stratégies marketing mobiles, celles-là, vous pouvez les utiliser. Oui, totalement. Bien sûr, il y a une acceptation d'abord du client, des conditions générales d'utilisation du service, je le dis parce que c'est important. Ensuite, moi je vais vous prendre un cas concret. On parle de santé, mais on gère aussi 3 millions de cotisants retraite, parce qu'aujourd'hui on gère des cotisations retraite. Et on sait qu'aujourd'hui, la retraite, c'est les questions retraite, beaucoup de Français se posent ces questions, mais ils se la posent un peu tard. Voilà. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, à travers le mobile, on a créé un bouquet de services sur la retraite pour le rendre un peu plus ludique, beaucoup plus moderne, beaucoup plus accessible à un segment plus jeune, pour pouvoir, à travers le jeu, à travers le gaming, faire des simulations, pouvoir chatter aussi avec des experts sur la retraite. L'idée, c'est à la fois d'anticiper leur retraite future, de voir les moments de vie de ces utilisateurs avec lesquels on va interagir et pouvoir leur proposer les bonnes solutions.
c'est-à-dire soit des solutions d'épargne, des solutions servicielles, des solutions de santé. Parce qu'imaginons quelqu'un qui a 55 ans, qui se pose des problèmes sur la retraite, on peut se dire aussi qu'à partir du moment où il part à la retraite, il perd son contrat santé parce qu'il n'est plus assuré par son entreprise. Et là, il y a une bonne initiative de faire un rebond sur ce type de personnes. D'accord. Édouard, pour la FNAC, j'ai noté quelques chiffres. 67 millions de clients qui sont venus en magasin fin 2013, 221 millions de visites en magasin, 5,3 millions de membres, 12 millions de visiteurs uniques sur Fnac.com. Tout ça pour dire que, pareil, des opportunités en termes de data phénoménales. Qu'est-ce que vous en faites et quelle valeur est-ce qu'on peut donner à ces datas-là? Et est-ce que la data issue du mobile vous semble être plus intelligente pour être exploitée et pour vous permettre de déployer après des applis ou des services autres? Alors déjà, 5 millions de membres au global, donc 3,3 en France. C'est un de nos biens les plus précieux avec la signature qu'a l'enseigne, évidemment. C'est un atout spectaculaire en termes de data au sens propre. Je ne vais pas vous apprendre que la data, c'est le pétrole de demain. Donc effectivement, aujourd'hui, le mobile n'est pas forcément un vecteur de complément de cette valeur. Aujourd'hui, le mobile exploite cette donnée élémentaire qui est extrêmement qualifiée, élémentaire parce qu'elle est à l'origine de tout ce que l'on fait en termes de cycle d'animation produit, d'offres commerciales, d'offres produits. Donc ça, c'est le premier point. On a un asset important sur lequel aujourd'hui le mobile s'assied. Si on n'avait pas eu cet asset-là, on n'aurait pas pu sortir l'expérience mobile que l'on a sorti récemment, qui s'assoit sur la personnalisation. En sachant que personnalisation, il y a le profil individuel, personnalisation, il y a l'historique de nos clients, et personnalisation, il y a l'axe localisation qui est important. Donc vous avez à peu près là, dans ce que je viens de citer, les 3 piliers sur lesquels on a fondé notre application. Après, évidemment, le mobile dans son usage nous fait apprendre des choses. On s'aperçoit, à titre d'exemple, pour citer un autre chiffre que Majda n'a pas cité, c'est que le site mobile aujourd'hui a une structure de trafic qui est assez différente de celle de Fnac.com, le monolithique desktop, puisqu'on constate que le site mobile est utilisé dans sa nouvelle version qu'on a sortie en 2012 à plus d'un tiers pour de la localisation. Donc localisation de magasins, de store locator, etc. Donc on apprend que le site web mobile est un outil pour un tiers de ceux qui le consultent, dont l'objectif est de trouver un magasin, trouver les horaires, voire même de trouver la disponibilité d'un produit dans un magasin choisi. Donc là, la donnée que l'on récupère sur ce constat-là, elle est évidemment précieuse, elle vient alimenter notre base centrale. Alors base centrale, c'est un point important. J'ai vu qu'il y avait pas mal de représentants de l'informatique ici. L'enjeu du mobile et de la donnée, les deux liés ensemble, ou même du digital au global, il a pour impératif d'avoir une donnée qui est homogène, qui est à jour, qui est réactive en termes de rythme et qui, donc pour finalité, doit être exploitée de manière synchronisée. Donc on a eu l'avantage à la FNAC de pouvoir investir dans une base de données centralisée client. C'est un projet qui a eu lieu il y a bientôt 3 ans. Donc c'est un atout précieux qui développe le potentiel de la data. Maintenant, la data, c'est un sujet qu'on peut mettre partout. Il n'est pas que sur le mobile, il est sur l'acquisition de trafic, il est sur les actions de marketing direct, il est même en magasin maintenant. Et là, je reviens sur le sujet mobile, en face du magasin versus sujet mobile, en face du monolithique desktop. L'approche que l'on a eue dans la nouvelle stratégie mobile dont on a augmenté l'ambition dès 2012, ça a été de se dire, le mobile, on doit l'emmener vers quoi? Est-ce que l'on prend comme un simple outil de nouveaux canaux de distribution, nouveaux canaux de promotion, nouveaux supports pour faire du bruit au sens marketing, ou est-ce qu'on le prend comme étant le point de départ, le noyau d'une expérience avec l'enseigne, d'une expérience holistique? Et c'est plutôt ce choix-là qu'on a pris, c'est-à-dire qu'on a considéré que le mobile était le meilleur lien aujourd'hui entre le canal traditionnel digital qui est le web et le magasin dans lequel on a des flux de clients assez importants.
et de lier les deux. L'atout qu'on a aujourd'hui pour exploiter cette donnée avec valeur, parce que je vous vois venir sur le rebond avec le magasin, c'est qu'on a un ambassadeur très précieux, c'est cette base de données de nos adhérents membres qui sont, qui plus est, des profils de clients qui sont plus équipés que la moyenne en mobilité et donc qui soulignent fortement et qui ne gardent pas de l'exprimer ouvertement avec les outils qu'on a avec les réseaux sociaux, qu'ils ont des attentes. Ils ont des attentes en termes de personnalisation, ils ont des attentes en termes de rythme, ils ont des attentes en termes d'offres commerciales, évidemment, on reste un retailer. Et donc là, on constate que effectivement, le mobile est ultra réactif, d'où l'enjeu de données à jour et synchronisées. Si on fait un petit focus sur toute la partie M-commerce, ça concerne un peu moins Hichem sur le secteur de l'assurance. D'un point de vue mobile, quels sont les leviers de conversion qui fonctionnent le mieux ? Alors, on a aujourd'hui une démarche d'acquisition de trafic spécifique au mobile. On doit acquérir du trafic sur le mobile. Alors, on distingue les applications du site web. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a effectivement des éléments distinguants. Nous, notre objectif est d'augmenter évidemment le trafic sur ces canaux-là, en sachant que l'un a un objectif d'information, comme je le disais tout à l'heure, sur le store locator pour le site web et de transformation sur les deux autres tiers. Et que quand je prends à côté de ça les applis, on a plutôt un objectif d'être embarqué dans le mobile du client pour développer notre parc en volumétrie. Donc ça, c'est à peu près les principaux enjeux que l'on a en termes d'acquisition, de développement du parc. Après, pour la conversion, on a un impératif qui est essayer d'offrir une expérience harmonisée sur chacun des canaux. C'est-à-dire qu'on a concrètement aujourd'hui pas d'offre spécifique au canal mobile. Donc c'est quelque chose qui va arriver puisqu'on apprend de ces usages-là et de nos nouvelles plateformes. On va développer cette personnalisation de l'offre commerciale. Donc ce levier de l'offre promotionnelle exclusive au canal, on ne l'exploite pas aujourd'hui très clairement. En revanche, ce qu'on exploite, c'est effectivement la relation ultra personnalisée qu'on est en train de développer ou par la recommandation, par les contenus des experts Fnac que l'on pousse dans le mobile, par l'événementialisation que l'on en fait, parce que le mobile embarque pour la partie application des couches de notification et d'alerting qui nous permettent d'entretenir une relation qui est fidélisante parce que l'outil est un redoutable outil de fidélité. D'accord. Renaud, je vais vous repasser la parole. Est-ce que vous pouvez aussi nous apporter des compléments d'informations sur ce qui a pu être fait sur d'autres secteurs d'activité à travers le mobile, les applis et peut-être même les objets connectés? Ah oui, c'est un vaste sujet. Je ne sais pas si on reprend la suite de la présentation. Il y avait quelques illustrations que vous aviez préparées. L'idée est de se dire que... Ah, j'avais oublié ce petit slide, donc on va le terminer. Mais ça, il est extrêmement intéressant, ce slide, parce qu'il vous montre... Alors, c'est une prédiction en partie, donc il faut se méfier des prédictions, surtout quand les gens qui les font sont intéressés par les résultats. Mais ça montre quand même quelque chose de clé, ce dont je parlais et ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'en 5 ans ou 6 ans... on voit bien, ce sont les investissements publicitaires aux États-Unis entre les investissements web desktop et mobile. Et on voit bien en rose la vague rose, c'est rare en ce moment, mais il y en a une devant nous, donc il faut en profiter. On voit bien cette vague rose qui arrive et qui fait que, effectivement, on parle de 1000 jours. Dans 1000 jours aux États-Unis, on va être dans un monde où l'investissement publicitaire sur mobile sera majoritaire dans le digital, et où dans le même temps, l'investissement digital risque potentiellement d'être majoritaire dans l'investissement publicitaire global. Donc on va passer d'un segment de marché totalement insignifiant en 2010 au segment de marché majoritaire, en tout cas en termes d'investissement publicitaire mobile, et si on investit en pub, c'est pas pour rien, en 2020. Donc en 10 ans, on est à l'aube d'une vraie révolution qui va aussi se traduire, on le voit dans les chiffres, au niveau du e-commerce, puisque le m-commerce, si ça existe encore en 2020, sera majoritaire par rapport au e-commerce, et que donc on va vraiment changer de monde. Ça, c'est la première étape qui était dans le digital. Ensuite, hop, on y arrive. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, et c'est peut-être le deuxième effet qui se coule, on est en train de rentrer dans ce que nous on appelle le mobile only, mais qu'on peut aussi appeler le mobile centrique, à savoir que là on voit
la part des shoppers sur les sites qui sont mobile only. C'est quelque chose qui existe encore assez peu, on va dire en Europe, mais qui aux États-Unis est déjà extrêmement présent, puisque 25 à 30% des acheteurs Amazon aujourd'hui, qui n'est pas un petit acteur, sont mobile only, c'est-à-dire qu'ils entament et ils ne vivent leur relation, notamment d'achat avec la marque, qu'au travers du mobile. Donc c'est un élément extrêmement important et par rebond en France, on a vu des initiatives dont on parlait un petit peu avant de Hello Bank ou de Soon, qui sont des marques, des produits, des projets qui naissent à partir d'une vision mobile-centrique. Donc on commence à rentrer dans l'ère suivante, c'est de se dire qu'effectivement, le mobile qui a cette formidable vertu d'être à la fois digital et de faire descendre ce digital dans le monde physique, eh bien il va se retrouver au centre de tout. Je ne sais plus comment tu disais tout à l'heure, omnipotent ou... Noyau holistique. Voilà, le noyau holistique. Tout partira de là. Exactement. Ça, c'est extrêmement important. L'autre point qui me semble important, parce qu'on le voit encore beaucoup au niveau de l'association et des membres, le mobile, c'est encore malgré tout perçu comme le web moins. Chaque fois qu'on vient nous voir, on a encore ce réflexe de se dire le mobile, c'est un écran plus petit, donc ça doit être mon site web en moins. Nous, on pense qu'au contraire, ça doit être en plus, parce que le mobile, finalement, a cette vertu de remplacer le web. Et vraiment de le remplacer le web. Et le chiffre qu'on voit là, il est vraiment intéressant, parce qu'il montre que le mobile, c'est plus le média de l'arrêt de bus, qui a souvent été aussi un grand réflexe de nous dire, voilà, ça va servir aux gens qui sont dans les transports en commun et qui attendent leur bus, ou qui sont dans le métro et qui attendent et qui n'ont que leur mobile pour faire quelque chose. C'est plus du tout vrai. On le voit aujourd'hui. Dans 77% des cas, les recherches qui sont faites sur Internet mobile le sont faites à domicile ou au bureau, et donc dans des endroits où on est en connexion avec éventuellement un PC. Donc il y a vraiment cette notion de cannibalisation qui va renforcer effectivement le côté mobile-centrique de ces nouveaux terminaux. Et puis, une fois qu'on a dit le mobile-only, mobile-centrique dans le digital, on a effectivement ce dont Édouard parlait, c'est-à-dire cette capacité à descendre dans le point de vente et à accompagner le shopper. D'abord, le faire venir, donc c'est toutes les problématiques de drive to store sur lesquelles le mobile permet plein de choses, avec du géofencing autour des points de vente, avec de l'interaction in-store. On a parlé d'e-beacon aussi, mais ça va être un formidable moyen pour les acteurs, que ce soit dans le retail et même dans l'assurance, puisqu'il y a aussi quelque part des points de vente ou des points de contact, de savoir que vous avez un client qui à un instant T rentre dans un magasin, et puis dans ce magasin est à tel ou tel endroit. Et puis derrière, bien évidemment, toute la problématique de l'achat et du faire revenir qui commence à exister. On le voit avec Starbucks, où les chiffres sont absolument étonnants, et on se demande encore pourquoi ça n'est que sur Starbucks aujourd'hui, mais c'est en train de sortir de Starbucks. On sait que Burger King, par exemple, commence à lancer une initiative. Et donc je crois que 2014-2015 va vraiment changer notre relation sur le mobile paiement, et donc faire véritablement descendre pour le consommateur le mobile dans la rue, dans son expérience de shopping. Et là encore, on passe à un cran plus loin. Et l'étape ultime, on parlait des 4P ce matin du marketing traditionnel. On voit bien que le mobile, sur la partie promotion, il commence à être là. Sur la partie distribution, placement, il est là aussi aujourd'hui par le M-commerce. Avec l'Internet des objets dont on commence à parler, on va s'attaquer aux produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'industriels, de gens qui fabriquent des produits en dur dans cette salle, made in France ou non, mais qui fabriquent des produits. Demain, ces produits vont être connectés. Et je pense que dans 15 ou 20 ans, nos enfants se demanderont comment il a été possible d'inventer des produits qui ne remontaient pas de la donnée ou qui ne se servaient pas de la donnée collectée ailleurs pour faire quelque chose. Et donc, c'est l'ensemble de la problématique produit qui va devoir demain associer du service. Et les industriels vont devoir penser leurs produits à partir du service et inversement. Et on est à l'aube de quelque chose. Je crois que le mobile était une petite vaguelette à côté de ce qui va nous arriver dessus. Alors avec tout un tas d'initiatives plus ou moins heureuses dans le domaine. Mais en tout cas, on a une vraie vague d'interfaces connectées qui vont s'attaquer cette fois-ci aux produits et non plus seulement à la communication des marques. Et on est effectivement à la fois en termes de culture, de formation, d'organisation, face à quelque chose d'extrêmement impactant pour les organisations. Alors, mais effectivement, si on va, là on arrive sur une slide vers le mobile everywhere, everything. Est-ce qu'au final, faut-il raisonner en mobile first? Non. C'était la question d'ouverture finalement de cette table ronde. Où est-ce que vous en êtes, vous, par exemple, à la FNAC? C'était quoi? Quelle est votre position sur ce sujet-là? La conclusion de Renaud, c'était de dire, finalement, le mobile, on est obligé de faire avec.
Dites-nous. Alors, oui, le mobile est présent, on doit faire avec, évidemment. Ce n'était pas un nice to have ou if possible, comme disait tout à l'heure Renaud. Aujourd'hui, à la Fnac, on est plutôt tablette first. Pourquoi ? Parce que le monolithique desktop fait quand même presque, au-delà de 400 millions d'euros en France. Donc ça reste quand même un outil puissant sur lequel on ne peut pas provoquer une transition immédiate de mobile first, même si les utilisateurs commencent à montrer avec les chiffres présentés que ça devient le premier réflexe pour une partie d'entre eux. Nous, on a coupé ce monde au sens technologique en deux. Donc, on a le desktop classique avec le format d'écran qui va avec, et de l'autre côté, le mobile avec le format smartphone que l'on connaît. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a adressé la tablette. On l'a adressé aujourd'hui dans une politique de tablette first qui va consister à faire en sorte que le gros monolithique web va s'adapter, donc va devenir responsive dans une future version sur laquelle on travaille pour pouvoir délivrer une expérience efficace et potentiellement mobile sur le format tablette que je viens vous montrer, et qui permettra de faire la transition avec le mobile. Le mobile, lui, au sens structurel, appareil smartphone, fait le lien avec le magasin. L'idée étant que dans tous les cas, le client il ait une expérience qui soit fluide. On emploie souvent sans couture, oui évidemment, on emploie souvent cross-canal, multicanal, omnicanal, etc. Moi je préfère parler de fluidité et de synchronisation de l'expérience. C'est-à-dire que moi je suis client adhérent Fnac, je fais partie des 3,3 millions de clients en France. Je dois pouvoir, quel que soit le support, accéder à mes points, à mes cartes cadeaux si j'ai un cumul de points important, mes chèques cadeaux Fnac, et à mes offres personnalisées, à mon suivi de commande. Je dois pouvoir savoir où est mon colis dans une expérience qui est adaptée à chacun de mes écrans. Donc parler mobile first, je dirais oui au sens culturel, c'est un enjeu qu'on doit avoir dans l'entreprise. Donc là je touche le sujet organisationnel, je touche le sujet presque académique vis-à-vis de l'IT, où on peut avoir des débats assez véhéments parfois, assez tourmentés sur mobile first versus agilité, versus tablette, versus desktop, qui peuvent être considérés comme étant des paniers différents. Versus l'approche de moi client qui arrive avec mon parcours client dans lequel on doit avoir une complémentarité évidente. Donc dire mobile first, je dirais oui au sens culturel, mais pratiquement aujourd'hui, si je parle de mobile first étant cet appareil-là et non pas l'association des deux dont on a parlé tout à l'heure pour les chiffres, je dirais non. Voilà. D'accord. Votre position, Hichem, pour Malakoff Médéric ? Alors, nous, ça dépend. Par exemple, sur certains services, on est vraiment mobile first. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, depuis quelques années, on réfléchissait au carnet de santé électronique. On disait pourquoi on ne crée pas un carnet de santé, la personne peut suivre les paramètres de sa santé et celles de sa famille pour remplacer un peu le carnet papier. Sauf qu'on avait toujours la problématique de la donnée. On ne l'a jamais fait. L'arrivée de la mobilité, on a trouvé une solution, c'est OK, le carnet de santé, on le propose, le stockage est sur le support du client. Ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a fait sur tablette. Le client stocke sa donnée sur tablette, et nous, on a la capacité, effectivement, avec ce qui est installé sur sa tablette, d'analyser, de lui offrir un accompagnement. Voilà, là, je peux dire qu'on est mobile first parce qu'il y a des services qu'on déploie que sur le mobile ou sur tablette. Néanmoins, sur le reste, moi, je dirais, on est multi-device, que ce soit sur l'e-commerce ou la relation client. Après, on peut se retrouver avec des caractéristiques un peu spécifiques. Je parle du mobile par rapport à la relation client. On peut se dire, par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le SVI, c'est-à-dire quand vous appelez une plateforme téléphonique, vous avez tapé le 1 si vous voulez, la ligne santé, tapez le 2. Nous, on traite aussi avec des personnes âgées, c'est assez compliqué, des choses comme ça. On peut avoir une application qui permet d'abord de faire de la navigation sur le SVI directement sur l'application et après d'avoir une relation directement avec la file retraite ou santé adaptée. Voilà, là, on va le retrouver que sur le mobile parce qu'on ne va pas le faire sur un support PC. D'accord. Ce matin, en ouverture, on avait choisi de traiter d'un sujet qui était CMO et DSI conjugaux de talent. Là, on a une représentativité uniquement des métiers. Vous avez travaillé avec les SI ? Renaud. Alors, moi, je commence. Moi, j'ai par ailleurs une agence qui joue ce rôle, donc qui a à la fois des gens du marketing et des développeurs au sein de l'agence, et qui finalement, quand on est chez nos clients, joue ce rôle de fluidification dont tu parlais, pas au niveau du parcours client, mais au niveau effectivement de la nécessaire interaction entre les DSI et les métiers. C'est pas sans friction aujourd'hui, c'est clair, mais là, on sait
très bien que la réussite d'un projet digital passe par là, au-delà de la méthodologie qu'on met en place. Est-ce que c'est de l'agile ou autre, qui est effectivement très en vogue et sur lequel on travaille beaucoup. On sait effectivement que le mobile, on n'en a pas parlé, mais le mobile, c'est aussi le temps réel, c'est la data, c'est le temps réel, puisque ça nous accompagne tout le temps en tant que consommateur. Donc il y a la data, il y a le prédictif qui va aller avec, puisqu'on est dans le service, on doit accompagner le consommateur aujourd'hui, mais si possible anticiper, on en parlait. Quand vous baissez aujourd'hui votre status bar sur un iPhone et que vous voyez que si vous partez maintenant, vous êtes dans 52 minutes chez vous, c'est quand même une expérience tout à fait extraordinaire. Et donc, d'un point de vue fonctionnel et métier, on doit se diriger vers effectivement cette synchronisation des données, ce temps réel, et que bien souvent, dans un certain nombre d'organisations, si on ne parle pas de start-up qui naissent dans un monde déjà mobile-centrique ou mobile-first ou digital, et qui vont construire leur système d'information à partir de là, on a forcément des infrastructures, des solutions techniques qui ont été construites il y a 5-10 ans qui ne sont pas forcément adaptées à ce que demandent les fronts d'aujourd'hui. Et il y a un décalage dans le rythme effectivement imposé par le consommateur, demandé par le métier qui est déjà un petit peu moins rapide que le consommateur, et puis derrière répercuté sur une ESI qui a ses propres contraintes et qui ne peut pas aller au même rythme. Donc on passe par des solutions de patch, de POC, de couches de médiation pour essayer de garder le rythme. L'enjeu, et le PMU en parlait bien ce matin, l'enjeu c'est le dialogue. C'est effectivement, et l'agilité est aussi là pour ça, c'est de conserver, de travailler ensemble autour du projet et pas j'ai mon expression de besoin d'un côté qui va arriver sur la DSI qui va dire que les mecs du marketing ils savent faire que des torchons, et puis revenir 6 mois après, le marketing va dire qu'effectivement la DSI elle est agile et qu'elle répond au bout de 12 mois. On est sorti de ce cadre-là effectivement pour travailler ensemble autour de l'agilité, et c'est une des grandes vertus pour nous de cette méthodologie métier. Voilà, ça ne se fait pas sans friction, mais c'est tout à fait normal compte tenu du contexte technologique dans lequel on se trouve et surtout de la rapidité d'adoption par les consommateurs de ces technos. Édouard, vous partagez la même expérience au sein de la FNAC ? Alors, j'ai un peu taquiné sur les relations houleuses. On n'a pas des relations houleuses entre nous à l'interne de la FNAC pour une raison élémentaire, en fait, c'est que CMO, donc le marketing aujourd'hui, est en train de se transformer, tout comme l'IT, et ils sont en train tous les deux de se transformer dans le même sens, puisqu'ils s'agrègent. Aujourd'hui, les deux s'agrègent. Donc la relation que moi et mes équipes avons avec celle de l'IT est plutôt effectivement une sorte de symbiose pour essayer de développer de la valeur sous des enjeux d'agilité et de rythme et d'investissement qui sont plus ou moins importants. Donc là, il peut y avoir évidemment le classique débat du budget, mais l'impératif de raccourcir la distance entre le marketing et l'IT est impératif. On parle d'ailleurs de plus en plus de marketing technologie ou de marketing technologiste, et à l'inverse, on se rend compte que l'informatique, l'IT au sens propre est de plus en plus servicielle. Donc nous, notre enjeu, il est de faire en sorte que notre héritage technologique est en fait une couche sur une autre couche, sur une autre couche qui répond en fait à notre histoire. Notre enjeu, il est de la transformer pour justement la rendre au service, donc au sens technique comme au sens fonctionnel du terme, de tout ce parcours client. Donc là où je parlais d'enjeux culturels, c'est qu'on a tendance dans un groupe de configuration similaire à la FNAC à avoir des habitudes de silo, des habitudes de baronnie, des habitudes de budget, d'enveloppe budgétaire qui sont des carcans, alors que le client, lui, il est en transverse, il est partout, et que c'est là où on en tire de la valeur, c'est qu'on le sait le traiter en transverse. Donc notre enjeu, il est là, une symbiose sur une vision transverse, quitte à parfois, oui, faire quelques fantaisies sur le cycle décisionnel, avec évidemment le soutien d'un ou des décideurs qui viennent en sponsoring. Mais ça peut arriver qu'on se retrouve à avoir un impératif d'agilité qui fait débat. Oui, ça c'est sûr. Alors est-ce que c'est l'IT qui a la raison? Est-ce que c'est marketing? Le sujet pour nous, il n'est pas là. Le sujet, c'est de trouver quelle est la meilleure solution dans les délais et les moyens qu'on a, en sachant que le principal... pas problème, mais le gros du sujet, c'est notre héritage technologique. Donc le site fnac.com qu'on a aujourd'hui est un site qui porte son histoire, qu'on est en train de transformer. Cette transformation, elle ne peut se faire que si CMO et DSI sont jumelés, voilà, même presque fusionnés. Hicham, au sein de Malakoff Médéric, vous, la direction digitale est au sein de la relation client, la direction de la relation client, et comment vous travaillez aussi avec l'IT ?
Alors, si je parle du mobile, le travail s'est fait en 2 étapes. La première étape, on a souhaité lancer des applications embarquées et tester un peu le marché de notre côté. Là, je suis clair, effectivement, on est allé très vite et on n'a pas nécessairement embarqué la DSI au début. On a travaillé directement avec des agences. Et il y a un moment donné, il fallait se connecter, il fallait exploiter la data, il fallait qu'on travaille tous ensemble. Et ça nous a permis petit à petit à commencer à travailler ensemble sur ces sujets de mobilité. Et moi, je trouvais que c'était un laboratoire carrément chez nous parce qu'on a vu l'efficacité, on a créé une team commune entre nous et une équipe DSI agile. Ça nous a permis d'aller très vite et d'avoir des cycles pratiquement mensuels sur des versionnings mobiles. Et aujourd'hui, on est en train effectivement de décliner cette expérience sur effectivement le reste du digital. D'accord. Alors, pour conclure, si vous aviez une recommandation, un point essentiel, bien entendu, il y en a plein à retenir, mais un point essentiel à retenir, quel serait-il ? Édouard. J'ai dit tout à l'heure, mobile first, non. Donc j'ajouterais non, pas encore. Et si j'avais une seule chose à dire en complément de ça, en réaction à ça, c'est mobile everywhere, effectivement. Et là, je parle en techno, je parle en orga, je parle en usage. Effectivement, il faut qu'on pense que tout n'est pas agrégé dans un seul point central, excepté la base client. Mais l'enseigne, elle est partout. J'ai pris une image tout à l'heure, un terme qui est holistique. Je trouve qu'il est assez représentatif. La mobilité, elle est partout. Elle est dans une habitude. Maintenant, elle est dans un réflexe. Elle est dans un besoin. Donc, je dirais juste mobile everywhere. Renaud ? Il ne faut pas dire mobile everywhere, on le sait. Non, moi je dirais presque que le mobile est bientôt mort, fondamentalement, ce qui, à titre personnel, ne m'arrange pas tellement. mais quelque part, oui, le mobile va mourir parce qu'il va effectivement être intégré partout et que c'est ça le sens de l'histoire. Donc il ne va pas disparaître, il va juste se répandre et j'espère que les acteurs qui y travaillent feront pareil. Et voilà, je pense que c'est le point clé. Juste un point sur le DSI marketing qui est un point important. Moi, je compare souvent les projets qu'on fait à des maisons et je dis toujours, j'ai une formation marketing, donc je penche toujours un peu de ce côté-là, mais l'architecture technique, la data, les web services sont les fondations de la maison. Et dans tous les projets qu'on a fait, on s'est aperçu que effectivement, si on n'a pas bien travaillé sur les fondations de la maison, très vite, il y a des fissures. Et donc, c'est vraiment un enjeu premier et clé aujourd'hui pour les marques, y compris quand on parle de com, de e-commerce, de m-commerce, etc., ou de solutions e-bicom. Il faut vraiment travailler la data, le système d'information en premier pour avoir ces fondations extrêmement solides. C'est un point majeur. Parce qu'on ne sait pas demain ce qu'on va devoir adresser en termes d'interface entre les lunettes, les montres, les chaussures, les t-shirts, les voitures. Toutes ces interfaces qu'on va devoir connecter, elles vont dialoguer avec ce même système d'information et donc ces fondations. Voilà. Et Hichem ? Moi, je dirais que le mobile doit s'inscrire dans une relation cross-canal. Et c'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il a sa place dans cette relation, que ce soit pour générer du trafic sur les enceintes ou pour effectivement trouver des nouveaux leviers de transformation ou de nouveaux modèles économiques. Mais en tout cas, il doit s'inscrire dans cette relation cross-canal. Eh ben, merci beaucoup pour vos 3 précieux retours d'expérience.